Les images ont fait le tour du monde. Des dizaines de milliers de jeunes traversant à la nage pour rejoindre Ceuta au péril de leur vie. Certains n'ont d'ailleurs pas survécu et la majorité ont été renvoyés au bout de quelques heures. Qui sont-ils? Quelles sont leurs motivations? Que représente l'Europe dans leur imaginaire? Telle qu'elle pose la question aujourd'hui à Shadia Arab, géographe, directrice de recherche au CNRS. Bonjour Shadia. Bonjour Bouchra, merci à tel quel de m'inviter. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous étudiez l'immigration marocaine depuis plus de 20 ans maintenant. Une question grand angle, si vous le permettez pour commencer. Ce type de mouvement que l'on a pu observer, spontané et massif la semaine dernière dans le nord du Maroc, à l'entrée de Ceuta, on parle de plusieurs dizaines de milliers de personnes en quelques heures. Est-ce que ce mouvement a un précédent dans l'histoire des mobilités marocaines que vous avez étudiées? Pour moi, il n'a pas de précédent au niveau quantitatif, mais en réalité, il s'inscrit dans une histoire longue des migrations, puisque en 2022, on a eu déjà 8000 migrants, plutôt d'origine soudanaise et d'Afrique subsaharienne, qui sont partis, qui ont tenté de traverser la frontière de Melilla. Euh, et juste une année avant, en 2021, près de 2000 Marocains, jeunes mineurs marocains, ont tenté aussi de passer la frontière entre Fnédar et Ceuta. Donc on voit que ces tensions, j'ai pas envie de parler de crise, hein, mais ces tensions au niveau des frontières et de ces deux enclaves espagnoles sur territoire marocain sont l'objet régulièrement, de manière récurrente, de d'assauts et de tentatives de départ importants, souvent sur des périodes estivales. Donc, on a vu des mouvements aussi de mobilité se faire depuis plusieurs années, mais pas aussi fortement, aussi au niveau du nombre en tout cas, puisqu'on parle de 50 à 60 000 personnes. Donc, c'est quand même extrêmement important et rapide aussi. C'est Oui. cette rapidité hein, de ces départs et de la circulation de l'information qui a fait que on a été très fortement étonnés. Et puis, on a aussi c'est des drames humains hein, qui se sont produits à cette frontière qui nous interpellent et qui interrogent aussi les partenariats entre le Maroc et l'Europe, le Maroc et l'Espagne, qui interrogent aussi l'externalisation et les politiques migratoires. On pourra peut-être y revenir. Absolument, oui, on va y revenir, mais d'abord peut-être votre diagnostic encore hein, sur cette séquence qu'on a vécue la semaine dernière. On évoque une rumeur virale, un groupe Facebook de 20 000 membres à peu près qui partageait des cartes, des conseils, jusqu'à des indications pour se procurer des palmes de natation. Shadia Arab, est-ce un mode de mobilisation qui est nouveau par rapport à ce que vous avez déjà observé par le passé? Et surtout, qu'est-ce que cela dit de la capacité, je dirais, d'auto-organisation de cette jeunesse par les réseaux sociaux? Moi, je dirais que c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que on a une évolution des réseaux sociaux hein, qui ont qui se sont fortement diversifiés, multipliés, et puis une jeunesse qui est extrêmement connectée. Ces migrants qui veulent partir, ces candidats à l'immigration, sont connectés à leurs familles qui sont parties dans les années 60, sont connectés aux passeurs, sont connectés et connaissent aussi les vagues de régularisation, la manière de partir, les portes qui s'ouvrent, les portes qui se ferment. Dana Diminichou, une sociologue, parlait du migrant connecté et je pense qu'on est vraiment, et elle en parlait dans les années 2000, hein, le téléphone a été remplacé par Facebook, TikTok, les groupes WhatsApp et les réseaux sociaux jouent un rôle essentiel dans la circulation de l'information migratoire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ne produisent pas les migrations à eux seuls. Ces informations ont probablement créé un effet d'entraînement très rapide, mais en sciences sociales, nous savons que la rumeur ne suffit jamais à convaincre des milliers de personnes de risquer leur vie. Et on retrouve ici ce qu'on appelle en sciences sociales un phénomène qu'on appelle la contagion sociale. Lorsque plusieurs personnes d'un même quartier, d'un même réseau ou d'un même groupe d'amis décident de partir simultanément, cela va réduire aussi les hésitations individuelles, les peurs, et va renforcer le sentiment que le départ est possible. L'émigration résulte toujours d'une imbrication de facteurs, des difficultés socio-économiques, un manque de perspective pour une partie de la jeunesse marocaine, des aspirations à la mobilité,
et des éléments conjoncturels comme les rumeurs ou les conditions de passage, mais aussi un contexte géopolitique qui est marqué par l'externalisation des frontières de l'Union européenne. La particularité également chez Dia Arab de cet épisode, c'est que beaucoup de jeunes sont venus de plusieurs centaines de kilomètres à plusieurs centaines de kilomètres de Fnidq pour rejoindre donc ce mouvement. Qu'est-ce que ce déplacement nous dit de l'état d'esprit et de la détermination de cette jeunesse? Cette jeunesse, si on doit d'ailleurs reprendre quelques chiffres très rapidement, évidemment, je vous laisserai répondre à la question. On rappellera qu'un quart des Marocains de 15 à 24 ans sont ni scolarisés, ni en formation. Une catégorie de la population qui est frappée par le chômage, 40% rien que pour les 15-24 ans. Est-ce que ce sont des motifs qui justifient justement cette détermination, le fait d'être venu d'aussi loin? D'abord, je dirais que la pauvreté et la précarité n'expliquent pas tout. Et j'ai rencontré des jeunes qui ont tenté de partir, et je peux vous dire que ce ne sont pas des jeunes ni désœuvrés, ni perdus, qui ont comme seule ambition de partir. Puis je voudrais donner un exemple, puisque je l'ai vécu de plein fouet, hein. Dans le village d'origine de mes parents, à Bneriat, où j'étais il y a quelques jours, il y a un jeune homme qui s'appelle Ayoub Beniz, euh, qui, euh, qui s'occupait d'un petit commerce de sandwich à Beni Ayat et qui allait à Tanger pour travailler, a été confronté à cette migration, a appelé au téléphone sa maman pour lui dire d'envoyer son jeune frère de 18 ans. Son jeune frère de 18 ans est passé, mais a été renvoyé par la police espagnole. Et lui, hélas, comme beaucoup de Marocains, est mort en mer parce qu'il ne nageait pas très bien, qu'il était allergique aussi à l'humidité, à la mer. Et donc, il est décédé et ils l'ont enterré il y a quelques jours à Beni Ayat. Ayoub Beniz était bachelier, avait fait des études, essayait de travailler comme il le pouvait au Maroc pour subvenir à ses besoins et améliorer ses conditions de vie et celles de sa famille, et a vu une opportunité à un moment s'ouvrir et se présenter à lui et a tenté la migration, mais ce n'était pas un projet migratoire qu'il avait forcément en lui prévu, organisé, structuré, anticipé, comme ça pouvait l'être pour d'autres jeunes. Donc c'est cette diversité, cette hétérogénéité de profils migratoires qu'on a aujourd'hui, même si on est quand même face à des jeunes hommes marocains qui partent plutôt du nord du Maroc, mais qui touchent toutes, toutes les régions du Maroc. Ils sont venus, comme vous le disiez, hein, de plusieurs centaines vers Fnédoc pour essayer de partir et aspirer à une vie meilleure. Je posais la question également chez Dia Arab en tout début de notre échange, que représente l'Europe aujourd'hui dans l'imaginaire de cette jeunesse, en lisant certains commentaires sur Internet, certaines prises de position sur les réseaux sociaux. Eh bien, certaines voix ont pointé du doigt, tiens, la diaspora qui parfois renvoie une image trop idéalisée de l'Europe, des récits qui entretiennent le fantasme, d'une Europe perçue comme un Eldorado. Est-ce que cette critique fait sens à vos yeux? Je pense que le fantasme de l'Europe est de moins en moins vrai. Moi, quand j'ai fait mon terrain à Dubaï avec ma collègue Nassima Moujoud, ce qu'on a pu voir aussi des migrants et des migrantes qui partaient vers Dubaï, ils nous disaient que l'Eldorado, c'était plus l'Europe et que leur rêve américain était devenu Dubaï. Donc on voit bien aussi comment cet Eldorado, qui était un vrai Eldorado à l'époque, parce qu'on voyait des premières générations qui revenaient au Maroc avec une voiture, avec des biens, avec des cadeaux, s'est progressivement transformé. On a aussi des migrants marocains, comme je le disais, qui sont aujourd'hui éduqués, qui sont formés, qui sont diplômés et qui ont un capital économique et social et qui ne vont pas se satisfaire, en tout cas toutes et tous, d'un travail agricole dans le sud de l'Espagne, dans le sud de l'Italie, qui ont envie d'améliorer leurs conditions de vie et d'améliorer aussi les conditions de vie de leur famille restée au pays. Et toute dernière question pour vous, Chedia Arab, avant de conclure notre échange. L'AMDH, l'Association marocaine des droits de l'homme, a dénoncé le silence inquiétant des autorités marocaines au tout début de cette séquence à Ceuta, des autorités qui n'ont réagi que 5 jours après le début de la crise. Cette absence de parole publique, Chedia Arab, est-ce qu'elle a un effet sur la jeunesse, cette jeunesse qui aspire à partir? Je pense qu'il est important de parler à cette jeunesse. Cette jeunesse, ce sont les adultes de demain. C'est eux qui vont faire le Maroc de demain. On a besoin d'eux. On a besoin d'eux ici
Et je pense que la mobilité est un droit, donc on a besoin d'eux aussi là-bas, puisque quand ils vont revenir, ils vont aussi impacter, développer leur pays d'origine. Il y a eu un double discours. Pour moi, il ne faut pas regarder que le discours marocain. Il y a eu d'un côté, chacun défend sa lecture d'ailleurs, hein, l'Espagne met l'accent sur la désinformation, la protection de sa souveraineté, tandis que le Maroc insiste sur les effets de la décision de justice espagnole et nie toute l'instrumentalisation autour de la frontière. Mais en tous les cas, ce qu'il faut souligner, c'est que la coopération entre les deux États, et pour aller plus loin avec l'Europe, elle est indispensable. Et je pense qu'on doit aller au-delà de relations de relations sécuritaires pour aller vers une relation plus humaine. Moi, je rejoins aussi les dénonciations de la MDH. Vous avez dit à l'instant qu'ils avaient dénoncé le silence de l'État, mais ils ont aussi dit beaucoup de choses, et moi je pense que c'est important de le redire. La position, elle peut se résumer en plusieurs points. D'abord, qu'il fallait faire toute la lumière sur les disparus, puisqu'on a des disparus en mer. On a eu la chance, par exemple, que Ayoub soit retrouvé et qu'il ait pu être enterré il y a 3 jours dans un douar qui s'appelle Aït Farras à Bnayat, mais beaucoup d'autres familles n'ont pas retrouvé leur fils qui est décédé en mer. Faire aussi une enquête sur les violences, hein, parce qu'il y a eu violence du côté espagnol, du côté marocain. Il faut regarder et mettre la lumière sur tout ça. Le respect du droit à la vie et des obligations internationales, je pense que c'est aussi quelque chose qui est important, qu'a dénoncé également l'AMDH. Et enfin, l'AMDH a critiqué les politiques migratoires européennes et les aspects sécuritaires qui amènent à ces violences, à ce drame humain qui s'est produit il y a quelques jours à nos frontières au Maroc et qui a donné sens à ce drame humain entre Fnedq et Ceuta pour cette jeunesse marocaine. Je pense qu'il est important de donner du sens à cette tension qui a existé à cette frontière, redonner de la dignité et de l'humanité à une jeunesse marocaine qui en a tant besoin et dont on a également besoin pour développer le pays. Merci infiniment, Shadia Arab, d'avoir répondu à mes questions. Merci, Bouchra. Je rappelle, Shadia Arab, que vous êtes géographe, directrice de recherche au CNRS, et vous avez publié en 2018 eh bien voilà, cet ouvrage qui a une résonance assez particulière avec l'actualité. Dame de fraise, doigt de fée, les invisibles de la migration saisonnière marocaine en Espagne, qui a été très très longtemps votre terrain de recherche. Merci encore, Shadia Arab.